Notre attention est en train d'être volée, discrètement, méthodiquement, presque sans que nous nous en rendions compte. Chaque jour, des milliers de stimuli réclament notre regard, nos pensées, nos émotions. Les écrans, les notifications, les buzz, les crises, les polémiques. Tout est conçu pour diriger notre attention vers ce qui nourrit la peur, la division et la dépendance. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'entreprises cherchant à capter du temps d'écran. Mais la réalité est plus profonde. Celui qui contrôle ton attention contrôle ta perception du monde, et donc la qualité de ton expérience intérieure. L'attention, c'est ton pouvoir créateur. C'est l'énergie vitale à travers laquelle ta réalité prend forme. Si ton attention est orientée, manipulée, ta réalité l'est aussi. Nous vivons aujourd'hui dans ce que l'on pourrait appeler l'âge du détournement de l'attention. Une époque où la distraction permanente n'est pas un accident, mais un système. Où l'économie repose sur la capture du regard humain et l'exploitation de la peur. Et pendant que nous pensons simplement consulter nos messages ou scroller innocemment, une architecture invisible redirige subtilement notre conscience. Mais comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas un discours de peur, mais une invitation à la souveraineté. Pour retrouver notre pouvoir intérieur, il faut d'abord voir clairement ce qui le détourne. Le détournement de l'attention ne repose pas sur une seule cause, mais sur une combinaison de leviers psychologiques, biologiques et émotionnels qui agissent en même temps. Ce système s'appuie sur la structure même du cerveau humain. Il exploite nos réflexes les plus anciens et nos besoins les plus profonds. Tout commence avec ce neurotransmetteur, souvent appelé l'hormone du plaisir, la dopamine. Le pic de dopamine se produit essentiellement lors de l'anticipation d'une récompense, au moment où le cerveau prédit qu'un plaisir ou un gain est possible, plutôt qu'au moment où il le reçoit réellement. Elle est à la racine du désir, de la curiosité et de la recherche de nouveautés. Les concepteurs de réseaux sociaux et autres plateformes le savent très bien. Les notifications, les likes, les commentaires et les flux infinis sont conçus pour activer ce circuit d'anticipation. Chaque fois que tu fais défiler ton écran, ton cerveau s'attend à trouver quelque chose de nouveau, peut-être excitant, peut-être choquant. Et cela contribue à la dépendance. Ce système est inspiré par celui des machines à sous, si addictives. Tu ne sais jamais quand ni en quelle quantité viendra la récompense. La chimie de l'anticipation du plaisir devient plus puissante que le plaisir lui-même. Avec ton téléphone, ton ordinateur, sur chaque plateforme que tu utilises, ce principe est reproduit à l'identique. C'est ainsi que se crée le conditionnement. Mais la dopamine n'agit pas seule. Elle travaille main dans la main avec la peur. Lorsque le cerveau perçoit une menace, l'amygdale s'active et libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Ce mécanisme de survie a permis à nos ancêtres de réagir face au danger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la majorité de ces menaces ne sont pas directes ou immédiates. Une crise économique, un conflit lointain. Pourtant, notre système nerveux réagit comme s'il s'agissait d'un tigre prêt à attaquer. Les médias exploitent ce réflexe. Chaque gros titre, chaque alerte, chaque image choquante déclenche de micro-décharges d'adrénaline. Le corps se contracte et l'attention se fixe. Et plus la peur grandit, plus la partie du cerveau responsable de la logique, du raisonnement et de la créativité se désactive. La peur rétrécit notre champ de perception et nous rend réactifs au lieu d'être créatifs et conscients. À ce duo redoutable s'ajoute un troisième facteur, le traumatisme. Chacun porte en soi des blessures émotionnelles non résolues. Peur du rejet, sentiment d'insécurité, manque de confiance. Ces mémoires inconscientes maintiennent le système nerveux en hypervigilance. Lorsque les médias diffusent des messages anxiogènes, ces blessures trouvent un écho intérieur. Le corps croit reconnaître un danger familier, alors il active ses mécanismes de survie, pensant devoir se protéger. Ainsi, le stress devient une habitude. Le cerveau finit par préférer rester inquiet plutôt que de se détendre. Il croit qu'en surveillant la menace, il garde le contrôle. C'est ici que la boucle se referme. La dopamine et le stress alternent. L'une attire, l'autre retient. Ensemble, elles enferment la conscience dans un cycle d'anticipation et d'angoisse. Ce système est amplifié par la technologie moderne. Les plateformes numériques sont construites pour capter et maintenir ton attention le plus longtemps possible. Le défilement infini, les suggestions personnalisées, les notifications lumineuses et sonores, tout cela crée une stimulation continue qui empêche l'esprit de se reposer. Derrière ces interfaces, des algorithmes analysent chaque réaction pour affiner les contenus qui te retiennent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces systèmes ne se contentent pas de répondre à nos comportements. Ils les façonnent.
Ils amplifient ce qui suscite des émotions fortes, souvent la peur et la colère, car ce sont celles qui maintiennent le plus longtemps l'attention. En parallèle, ils filtrent et réduisent l'accès à d'autres perspectives. Ce n'est pas seulement une question de publicité ou de marketing, c'est une modification comportementale à grande échelle, une programmation subtile de la perception collective. En agissant sur les circuits biologiques et émotionnels, cela finit par conditionner la façon dont nous pensons, ressentons et réagissons. Beaucoup croient encore que leurs opinions sont le fruit d'un libre arbitre, alors qu'elles résultent en grande partie d'une exposition calibrée. Lorsque l'information disponible est limitée, la réalité mentale l'est aussi. Nous vivons donc dans un environnement qui exploite notre biologie pour façonner notre psychologie, un environnement qui récompense la distraction et nous prive du silence intérieur. Le résultat est une société épuisée, anxieuse, fragmentée. Et pourtant, nous pouvons reprendre le contrôle, car si notre attention peut être manipulée, elle peut aussi être dirigée consciemment. Quand on observe attentivement le monde qui nous entoure, on réalise que nous vivons dans une immense prison invisible qui existe à l'intérieur même de notre esprit. C'est une prison psychologique où nos perceptions, nos émotions et nos croyances sont continuellement modelées par des flux d'informations contrôlés. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence de cette captivité. Ils croient penser librement. En réalité, la majorité de leurs réactions sont dictées par des stimuli soigneusement dosés. La peur diffuse, les nouvelles dramatiques, les polémiques politiques, tout cela forge un climat de tension constante qui maintient la population dans un état de vigilance et donc de réactivité. Or, un esprit réactif est un esprit contrôlable. Cette manipulation ne se limite pas à des campagnes médiatiques isolées. Elle s'est transformée en une stratégie globale qui s'appuie sur la connaissance fine du fonctionnement humain. En exploitant la dopamine et la peur, le système a trouvé la clé de la servitude volontaire. L'être humain s'enchaîne de lui-même à ce qui l'agite, persuadé d'être informé alors qu'il est simplement conditionné. Mais à mesure que le voile se lève, de plus en plus d'êtres commencent à percevoir ce qui se joue réellement. C'est ici que notre compréhension prend une dimension métaphysique. Si ton attention crée ta réalité, alors détourner ton attention, c'est détourner ta création. Ce qui t'enferme n'est pas seulement extérieur, c'est ta participation inconsciente au système qui te maintient sous influence. La réalité émerge de la conscience qui l'observe. Si ton attention est ton pouvoir créateur, celui qui la contrôle devient de fait le créateur de ton monde. Dans les traditions spirituelles, on enseigne que l'attention est une émanation directe de l'âme. Là où se pose ton regard intérieur, se déploie ton énergie vitale. C'est pourquoi, chaque fois que tu diriges ton attention vers la peur, tu alimentes la peur. C'est comme essayer de mouiller de l'eau ou de brûler du feu. Lorsque tu luttes contre quelque chose, d'une certaine manière, tu lui donnes de la force. Le champ quantique ne distingue pas le pour et le contre. Il répond simplement à la qualité et à l'intensité émotionnelle de ce sur quoi tu te concentres. Car pour lui, ton attention détermine systématiquement ta préférence. Je te le répète, pour le champ quantique, ton attention détermine systématiquement ta préférence. Il est impératif de comprendre que cette libération ne passe pas par la résistance ou la confrontation, mais par la réorientation de la conscience. Tout comme la consigne « tourner l'autre joue » dans les évangiles ne décrit pas une attitude de faiblesse, mais une science spirituelle de la transmutation. Il ne s'agit pas de subir le mal, mais de ne plus nourrir ce mal de son attention. Observer sans s'y attacher, reconnaître sans s'y perdre, puis choisir consciemment où porter son énergie. Lorsque tu retires ton attention de ce que tu refuses, tu cesses de l'alimenter. Tu rediriges ta conscience vers ce que tu veux réellement manifester. C'est un acte de création pure, un geste de souveraineté intérieure. Mais pour y parvenir, il faut d'abord libérer la conscience de ces chaînes invisibles. Cela commence par un travail intérieur de régulation du système nerveux et l'apprentissage de la sagesse émotionnelle. Nos traumatismes agissent comme des failles ouvertes qui rendent l'esprit vulnérable à la manipulation. Le monde extérieur devient alors le miroir de nos insécurités intérieures. C'est pourquoi l'évolution émotionnelle est une étape essentielle pour retrouver la liberté mentale. Apprendre à observer sans absorber, à ressentir sans se laisser emporter. Lorsque le système nerveux se régule, l'attention devient stable et la conscience peut reprendre les rênes. À ce moment-là, tu ne subis plus la réalité imposée, tu commences à façonner la tienne. Reprendre le contrôle de son attention, c'est retrouver la capacité de choisir consciemment ce à quoi l'on accorde de l'énergie. C'est comprendre que l'attention est bien plus qu'une faculté mentale.
C'est la substance même de la conscience. Et cette conscience est ce par quoi la réalité se manifeste. Ta liberté ne dépend pas d'un système, mais de ton aptitude à ne plus te laisser détourner de ton centre. C'est en retrouvant cette souveraineté que nous pouvons sortir collectivement de la prison psychologique. Non pas en combattant le système, mais en cessant d'y participer énergétiquement. Le véritable pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans la création consciente. Comme nous l'avons vu, la libération ne réside pas dans la résistance. Tourner la joue, souvent interprétée comme une invitation à la passivité, cache en réalité une connaissance métaphysique profonde. C'est l'acte de maîtrise énergétique permettant d'apprendre à ne plus nourrir le mal de son énergie. Il ne s'agit pas de nier le mal ou de se couper du monde, mais de comprendre que la résistance émotionnelle entretient ce qu'elle combat. Tout ce que tu combats s'accroche à toi, tout ce que tu observes avec détachement perd sa force. En pratiquant ce déplacement intérieur, tu cesses de renforcer l'ancien paradigme et tu commences à en construire un nouveau. Imagine ce principe à l'échelle d'une humanité entière. Si des millions d'êtres cessent de nourrir la peur collective, la division et la haine, le champ vibratoire de la planète change. Les anciens systèmes de contrôle, basés sur la peur et la dépendance, s'effondrent naturellement faute d'énergie pour les soutenir. Car ce que nous appelons le monde extérieur n'est au fond que le reflet de la conscience collective. Mais cette transformation ne peut se produire sans un travail intérieur. C'est pourquoi la première étape de la libération consiste à se rencontrer soi-même, à regarder ses blessures, à reconnaître ses peurs, à apaiser les tensions accumulées dans le corps et dans le cœur. Tant que l'on reste dominé par nos blessures, la tension demeure fragile et facilement détournable. La deuxième étape consiste à redéfinir sa relation au monde numérique. Les outils technologiques ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais ils sont puissants. Ils doivent être utilisés consciemment, avec des limites claires. Cela veut dire s'accorder des moments sans écran, retrouver le silence intérieur, ne pas laisser les notifications envahir les moments sacrés de la vie, les repas, les échanges humains, les instants de création. L'espace de la conscience a besoin de respiration pour retrouver son équilibre. Il est également essentiel de surveiller la qualité de l'information que l'on consomme. Rester informé n'implique pas de s'exposer en permanence au flot de drames et de catastrophes. L'esprit, tout comme le corps, a besoin d'une alimentation équilibrée. Ce que tu lis, regardes ou écoutes nourrit ton monde intérieur. Remplis-le d'idées qui élèvent, de voix qui inspirent, de perspectives qui libèrent. Ce que tu absorbes devient ta vibration. La troisième étape est la plus puissante. Apprendre à diriger consciemment son attention vers la création. Cela signifie choisir ce que tu veux manifester et y consacrer ton énergie. Vouloir la paix et l'exprimer dans tes actes. Vouloir l'abondance et la reconnaître au quotidien. Vouloir la liberté et la pratiquer dans tes pensées. La conscience crée à partir de ce qu'elle incarne, pas à partir de ce qu'elle redoute. Peu à peu, cette attitude intérieure crée un basculement profond. Alors que tu te sentais impuissant face au chaos extérieur, tu découvres que tu détiens un pouvoir immense, celui de ta propre vibration. C'est là que naît la véritable souveraineté spirituelle. La révolution de notre époque n'est ni politique ni technologique. C'est une révolution intérieure, un déplacement massif de l'attention humaine. Le véritable enjeu de notre temps est d'apprendre à protéger notre attention comme la ressource la plus précieuse que nous possédions. Car là où tu poses ton attention, la vie s'organise. Ce que nous appelons le nouveau monde n'est pas un lieu à atteindre, mais un état de conscience à incarner. Merci de m'avoir écouté.